Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, une vigilance accrue bien sûr sur les marchés avec cette nouvelle vague épidémique dont on parle depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, qui envahit l'Europe et puis l'arrivée de ce variant Omicron également. On ne sait pas encore tout sur ce nouveau variant, quelles sont ses caractéristiques, sa létalité, sa vélocité. On aura plus d'informations dans les prochains jours et les prochaines semaines. En attendant, le marché marque quand même un coup d'arrêt avec la séance de vendredi qui est encore dans toutes les mémoires en ce début de semaine. Une lourde séance de sell-off, de capitulation sur les marchés vendredi, suivie d'un très maigre rebond. À peine un rebond aujourd'hui, en tout cas un rebond qui s'évanouit au fur et à mesure qu'on arrive à la fin de cette séance en Europe. On a même vu le DAX être brièvement négatif et ça a l'air fragile également sur le marché américain. À ce stade, on fera le bilan, les enseignements évidemment de cette séquence de marché avec cette séance de vendredi encore une fois qui marque les esprits. La fin de mois s'annonce compliquée, la fin d'année apporte également pas mal d'incertitudes, ne serait-ce que du côté des politiques monétaires. Est-ce qu'il va falloir réintégrer le risque sanitaire dans la fonction de réaction des banques centrales avec des réunions importantes qui se tiendront 14, 15 et 16 décembre pour la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre. On essaiera également de se projeter au-delà du bruit pandémique important. Toujours, il faut surveiller bien sûr ce risque, mais on essaiera de se projeter un petit peu au-delà de ce court terme compliqué pour regarder les grands éléments stratégiques pour l'investisseur en 2022. Nos invités de Planète Marché sont avec nous pour une quarantaine de minutes. Le sujet clé reste néanmoins le sujet de l'inflation, malgré le retour de la pandémie dans l'actualité. Et à ce sujet, on notera une inflation en Allemagne pour le mois de novembre sur un an qui atteint les 6%. Une inflation d'un mois sur l'autre qui décélère néanmoins, il faut le noter, l'indice d'inflation allemand progresse de 0,3% sur un mois contre 0,5% le mois précédent au mois d'octobre. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous parlerons des dividendes. 2021 marquera sans doute une année record en matière de versement de dividendes. Ce sont les équipes de Janus Henderson qui sont avec nous pour leur baromètre trimestriel des dividendes mondiaux et Charles-Henri Herman, directeur du développement France de Janus Henderson, qui nous rejoindra en plateau à 17h45. Une ambiance de marché encore un peu lourde après le sell-off de vendredi, séance au cours de laquelle le CAC a perdu 4,75%. Je vous rappelle les infos clés du jour en cette fin de séance en Europe avec Alix Nguyen. La bourse de Paris se relève après avoir connu vendredi ce qui n'est autre que sa plus forte baisse depuis mars 2020 et le premier confinement. La bourse de New York, de son côté, entame la séance en hausse, meurtrie elle aussi par la séance de vendredi. Le vent de panique laisse place à une atmosphère plus apaisée, mais où l'inquiétude règne malgré tout. L'étude déjà amorcée par plusieurs fabricants de vaccins du variant Omicron du Covid-19, corrélée aux commentaires de scientifiques sud-africains évoquant à ce jour des symptômes légers chez les patients infectés, contribue à rassurer. Du point de vue du marché, donc, la préoccupation est celle de savoir dans quelle mesure le nouveau variant pourrait impacter la reprise économique. À noter que l'OMS estime qu'il faudra plusieurs semaines afin d'évaluer la dangerosité et la transmissibilité du variant qu'elle juge préoccupant. Un point banque centrale avec des dissonances au sein de la BCE. Si le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que le nouveau variant Omicron ne devrait pas modifier significativement les prévisions économiques, d'autres font preuve de plus de prudence. C'est le cas de Louis de Guindos, vice-président de la BCE. Il estime pour sa part que l'apparition de nouveaux variants du coronavirus et la flambée de la pandémie de Covid-19 dans la zone euro renforcent l'incertitude et compliquent l'élaboration de prévisions économiques. Et puis la présidente de la Banque centrale, Christine Lagarde, précisait dimanche que la zone euro était bien équipée pour faire face à l'impact de nouvelles infections au coronavirus. En Allemagne, selon la première estimation de l'Office fédéral des statistiques, l'inflation a augmenté de 0,3% en novembre et de 6% sur un an. Elle dépasse ainsi le seuil des 5% pour la première fois depuis 30 ans.
Côté valeurs, Forestia chute sous l'effet du nouvel abaissement de ses prévisions pour 2021 et entraîne Plastic Omnium et Valeo dans sa dégringolade. Une nette hausse pour Total Energy dans le sillage du rebond de près de 54% du baril de Brent après une chute de plus de 10% vendredi. À noter que l'OPEP+ doit tenir cette semaine une réunion virtuelle et se prononcer sur une éventuelle poursuite du relèvement de sa production. Presque banal, le CAC bénéficie du rebond du secteur du luxe, Kering progresse, Hermès et LVMH aussi. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale sont en hausse à la faveur de la remontée des rendements obligataires. Celui du Bund allemand à 10 ans se tend de 3 points de base. Et puis on relève que l'émergence du nouveau variant n'empêche pas le rebond d'Unibail-Rodamco-Westfield après une chute vendredi de près de 12%. Les valeurs liées au tourisme comme Air France-KLM se reprennent également. Demain, la séance sera dominée par l'audition de Jérôme Powell par une commission du Sénat américain. On suivra aussi la confiance du consommateur américain et l'inflation dans la zone euro. Tendance, mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directrice de la recherche marché de l'IXOR. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Bienvenue à Delphine Dipidio-Tigé également. Bonsoir Delphine. Bonsoir Grégoire. Vous êtes DG d'Indo-Suez Gestion et Nathalie Pelleras avec nous également ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. DG de 4 Points IM. On remet donc le Covid à la une, après notamment la séance de sell-off de vendredi et donc l'apparition d'un nouveau variant. Il y en a déjà eu beaucoup. Celui-là attire un peu plus d'intérêt peut-être que des variants précédents, Jeanne. Le marché ne milite pas pour l'idée qu'on va revenir à la case départ. Il y a sans doute beaucoup d'arguments solides, sans qu'on soit virologue ou épidémiologiste pour être conforté dans cette idée qu'on ne va pas revenir à mars 2020. Néanmoins, avec la vague Delta en Europe, l'arrivée de ce nouveau variant Omicron qui focalise encore une fois beaucoup d'attention, on imagine que ça va être un peu plus long que prévu de compléter la réouverture des économies, comme on dit. Oui, enfin, je pense surtout que ce que le marché n'aime pas, c'est toujours la même chose, c'est l'incertitude. Alors, on était au clair sur le fait qu'il y avait une vague très importante en Allemagne, avec une remontée, saturation du système de santé, etc., qui était préoccupant et qui a fait chuter les taux européens, chuter l'euro, enfin avec des conséquences, au fond, sans panique, mais que le marché a bien escompté. Là, le variant Omicron, c'est un variant qui juste accroît l'incertitude de façon conséquente, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de mutations. Mais beaucoup de mutations peut vouloir dire trois choses. Soit qu'ils mutent pour être moins dangereux, soit qu'ils mutent mais qu'ils restent à peu près aussi virulents et aussi dangereux, soit qu'ils mutent pour être plus virulents et plus dangereux. Donc, à aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, j'ai vu, comme c'était dit tout à l'heure, qu'il y a des recherches en Afrique du Sud qui disent que les symptômes seraient plutôt légers. L'ennui, c'est que l'échantillon des gens, pour l'instant, qui ont été infectés, sont plutôt jeunes. Donc, plutôt ceux qui, de toute façon, auraient eu des symptômes légers. Donc c'est difficile de se prononcer. Je pense qu'il faut juste attendre quelques jours, savoir ce qui va se passer. Mais les marchés n'aiment pas l'incertitude et puis ils étaient déjà à des niveaux élevés, donc ils attendaient un prétexte peut-être pour reprendre leur souffle. Ouais, mais vous dites à court terme, et c'est vrai que les scientifiques nous disent qu'il faudra quelques jours, 2, 3, 4 semaines peut-être pour comprendre effectivement le fonctionnement de ce nouveau variant. Vous dites, à court terme, on va rester dans cette zone d'incertitude accrue, dans ce niveau d'incertitude réévalué. Je pense parce que les gouvernants souhaiteraient ne pas avoir recours à nouveau à des mesures de restriction de mobilité. On le sent partout. Oui. Ils sont très réticents. Je pense que c'est à juste raison. Mais en l'occurrence, ils le sont. Et ils vont essayer d'accélérer les vaccinations, troisième dose, etc.,
pour s'assurer que si même les gens sont atteints, ils n'ont pas de forme grave et pas de saturation du système hospitalier. Donc, mais tant que c'est pas tranché par des études qui nous disent il est plus dangereux, parce que c'est même pas la contagiosité en soi qui est l'enjeu, c'est vraiment la dangerosité. Ouais. S'il s'avère pas, les gouvernants seront tranquilles, mais je pense que ça devrait pas avoir un impact majeur sur l'activité, mais sur le sentiment, oui. Mais vous dites, quand on expérimente la fonction de réaction en matière de politique sanitaire depuis 18 mois maintenant, vous dites la barre est quand même relativement élevée. Enfin, l'appétit pour des restrictions très fortes, le confinement, parce qu'on le voit en Autriche, c'est revenu comme ça du jour au lendemain. Mais vous dites c'est une exception. On n'est pas revenu. La barre est encore haute pour revenir à des mesures qui auraient alors un impact économique beaucoup plus important que ce qu'on a vu précédemment. Je crois que l'enjeu à chaque fois pour les autorités de santé, c'est lorsque le système de santé est saturé. Ouais. Ça, c'est le moment où ils sont obligés de réagir. Alors, les Allemands, et c'est d'ailleurs assez remarquable, jusqu'à aujourd'hui, même s'ils ont autant d'hospitalisations en ICU, en réanimation que quasiment, que les 2 précédentes vagues, pour l'instant, préfèrent ne pas avoir recours à des mesures de restriction. Donc, mais dans les autres pays, pour l'instant, on est loin d'être à la saturation du système. Mais donc, pour moi, c'est le baromètre. D'accord, l'Allemagne ce sera un indicateur, oui. Soins intensifs, ICU, je crois, c'est ça, effectivement. Oui, services de soins intensifs qui peuvent déboucher évidemment sur des réanimations. Intensive care, oui. Delphine Di-Pidio-Tigé, évaluation de la situation avec ce risque sanitaire. Alors voilà, on écoute les scientifiques, on a appris à comprendre aussi quelques éléments importants justement de la virologie, de l'épidémiologie. Qu'est-ce que vous en dites ? Je pense qu'il faut essayer d'analyser les faits froidement. Finalement, il y a conjonction de plusieurs choses. C'est clair que c'est presque la fin d'année pour les marchés, avec une très belle année sur les marchés. Donc, comme le disait Jeanne, c'est peut-être aussi trouver un prétexte pour prendre les bénéfices. Conjonction aussi de faible liquidité la semaine dernière, parce que c'était Thanksgiving. Donc, forcément, le vendredi, il y avait moins de liquidité. D'autre part, ça touche particulièrement l'Europe, parce qu'on est l'épicentre depuis plusieurs semaines maintenant, de nouveau, de la pandémie. Et ça, c'est un fait. Maintenant, incertitude, comme le disait Jeanne, incertitude parce qu'on ne sait pas si ce variant, il est arrêté par les vaccins ou pas. Et là, ça remet en cause complètement si ce n'est pas le cas. Et si d'autant plus, il est dangereux. Bon, après, il faut prendre du recul. On aura la séquence ADN d'ici 10 à 15 jours, donc on sera fixé quand même assez rapidement. D'ici là, il faut quand même se positionner. Il faut rester humble, parce qu'au final, ce que nous a quand même appris cette crise, c'est que on ne sait pas, donc on va aussi apprendre à marcher et puis à vivre avec. Mais malgré tout, il faut quand même se positionner sur les marchés aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on se pose réellement la question, est-ce que ce nouveau variant va modifier notre scénario macroéconomique, notre scénario d'allocation ? À ce stade, je dirais non, on n'a pas assez d'éléments. À ce stade, on ne change pas notre scénario. Donc ne changeons pas de scénario qui est, d'après l'accélération qu'on a connue jusqu'à l'été dernier, maintenant on est dans une phase de normalisation jusqu'à 2023. On ne change pas de scénario macroéconomique, donc on va considérer plutôt que cette volatilité, elle est bienvenue, et elle est source d'opportunités dans le marché. Si vous dites, si le variant Omicron a été le prétexte du sell-off de vendredi, et j'en suis assez convaincu, parce que déjà, plusieurs jours avant, voire quelques semaines avant, beaucoup d'intervenants, y compris des techniciens de marché très focus sur les enjeux techniques intraday, par exemple, disaient il y a déjà des signaux de complaisance importants dans ce marché. La hausse d'octobre a été très violente, mais très concentrée sur quelques grosses valeurs. La participation à la hausse s'est quand même beaucoup réduite. Il y avait déjà des signaux de fragilité dans ce marché. Le marché était déjà en train de s'inquiéter peut-être pour la fin d'année, avant même l'arrivée de ce variant Omicron. S'inquiéter, je ne sais pas si c'est vraiment s'inquiéter, mais en tout cas prendre des bénéfices, parce que chaque année, évidemment, arrivé la fin de l'année, il y a une certaine catégorie d'investisseurs, notamment tout ce qui est les spéculateurs, les hedge funds vont clôturer les positions, et on est à peu près dans cette période-là. Donc, on est en clôture de position, on sait qu'après mi-décembre, c'est très compliqué de traiter, on a très peu de liquidités, donc on a une fenêtre de tir maintenant d'environ 15 jours, si on veut vraiment clôturer ces positions. Donc ça, c'est pour la partie spéculative. Après, une année qui est quand même extrêmement bonne, on a plus de 20% de performance sur les marchés actions.
certains atteignent 30%, voire plus. Donc on a vraiment quand même... Alors les marchés émergents sont un peu en retrait, mais globalement, on a une très bonne année sur la partie actifs risqués. Après, il y a de l'autre catégorie d'investisseurs dont on fait partie. Et c'est de se dire comment on veut se positionner en début d'année. Et comment, finalement, aujourd'hui, on construit l'allocation d'actifs qui est en adéquation avec le scénario macro. Alors, ça tombe pile poil dans cette période-là. Pour être au 1er janvier complètement raccord avec notre scénario des débuts d'année. Et finalement, on est en train de faire ces ajustements-là. Et je dirais que pour nous, investisseurs à la gestion privée, on est plutôt pas mal parce que on avait réduit un peu le risque peut-être à tort puisque ça avait continué de monter. Aujourd'hui, ça nous donne une fenêtre de tir pour revenir et repositionner les portefeuilles plutôt en faveur des actifs risqués pour le début d'année, je dirais. Nathalie, comment vous évaluez la situation, voilà, déjà beaucoup de commentaires qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Et puis effectivement, en termes de tactique, là, qu'est-ce qui vous semble approprié? Est-ce que voilà, le genre de trou d'air de sell-off qu'on a eu vendredi, est-ce que c'est déjà des points d'entrée pour des investisseurs qui ont un peu de temps devant eux, d'une certaine manière? Oui, je pense qu'en fait, ce qui a été dit est important parce qu'on a vu dans les autres moments, des autres stress de marché, il était vraiment focalisé sur ces rotations. C'est très important. Donc, on achète le stay at home, on achète le go back to work. Et là, en fait, vendredi, avec ce qui s'est passé, on aurait pu penser que si c'était vraiment lié purement que à ce facteur pandémie, nouveau virus, c'est tout ce qui était très, très cyclique qui devait se casser la figure. Les taux se détendant, tout ce qui était très, très cher devait continuer à surperformer largement. Et au final, on se rend compte, en fait, 24 heures, quoi. Après coup, que oui, certes, les minières ont... Le travel, les compagnies aériennes, etc. Tout ça a beaucoup morflé, beaucoup souffert, des moins 4% en moyenne. Il y a eu des malheureusement beaucoup plus importantes. Mais qu'on trouve aussi dans de la tech des fonds à moins 3, moins 4%. Dans la santé globale aussi, la biotech a plus résisté que les medtech, par exemple. Donc en fait, il n'y a pas un... On ne peut pas avoir une lisibilité en disant tout ce qui était lié de près ou de loin à ce facteur-là, c'est ça qui a baissé. Non, et donc je pense que c'est vraiment ça, cette respiration. Il faut bien voir qu'en fait, en une séance, on a gommé quasiment la hausse du mois de novembre qui intervenait après 20% de hausse. Donc en fait, en tant que tel, c'est juste que c'était concentré sur une journée avec des faibles volumes. Et donc, et que ça a été lié. En fait, ça a été le prétexte. Il faut bien se souvenir, on parlait juste avant la séance de quand en fait Powell a été confirmé, où là d'un coup le marché s'est mis à baisser fortement. En fait, tension sur les taux, en disant oh mince, va être beaucoup moins dovish que l'autre. Il n'a plus besoin d'être dovish. Voilà, il est reconduit, il n'a plus besoin d'être dovish. Et donc en fait, chaque petit, dès que le marché n'a plus de moteur de bonne surprise, c'est l'inverse qui joue. C'est le moindre petit gravillon. Clac, ça fait baisser. Mais c'est intéressant parce que ce qui est important quand même, c'est d'analyser ce qui s'est passé vendredi. Et vous dites, quand on analyse un peu sectoriellement ce qui s'est passé, on ne peut pas mettre tout sur le dos du variant Omicron et de la news pandémique. Exactement, c'est beaucoup plus, je pense, une partie qui est prise. Alors, enlever du risque, mais quand on prend ces bénéfices, on enlève aussi un peu du risque. Bien sûr. Mais les prises de bénéfices et les sorties ont eu lieu aussi sur les boîtes avec une très belle visibilité. En fait, non, je pense que ce qui est le plus résisté, c'est vraiment un peu, on en parle plusieurs fois, tout ce qui est un peu ennuyeux, tout ce qui est bon, qui a la visibilité, qui ne se paye pas trop cher, qui n'a pas énormément de croissance, mais qui est beaucoup plus immune à toutes ces problématiques-là. Par exemple, dans l'agro, tout ce qui est boisson, on est pris plein la figure, parce qu'en fait, c'est très cyclique. Mais tout ce qui a plus, on va dire, agroalimentaire, grosse distribution, là, ça a beaucoup mieux résisté. Donc je pense que c'était vraiment le fait que le marché se mette un petit peu en mode risk-on et surtout capitalise là-dessus. On va revoir des flux acheteurs. Comme on le disait, des flux étaient quand même très petits et c'est arrivé à un moment donné aussi où il y a des gros flux un peu sortants sur tout ce qui était marché US la semaine dernière, plus rapatriés sur des fonds monde, des flux sur des fonds monde, sortis un peu sur les émergents. Et je pense que ce qui fait plus baisser facialement tout ce qui est cyclique, c'est le fait que les émergents ont beaucoup baissé. Et là, malheureusement, ça, c'est vraiment lié à cette crise-là, parce que ils n'en sont pas encore sortis, en fait, de la deuxième vague. Ils sont très peu vaccinés. Et puis, le cycle économique est très important. Donc, toute paralysie, même 24-48 heures, elle a un impact énorme sur leur croissance.
Du point de vue des policymakers, là, sur le court terme, sur la fin d'année, encore une fois, comment est-ce que cette résurgence de la pandémie, à la fois la nouvelle vague en Europe et puis l'arrivée d'un nouveau variant qui focalise beaucoup d'attention, des variants qui sont quand même très souvent détectés dans des pays émergents qui sont beaucoup moins vaccinés aussi que les pays développés aujourd'hui. C'est Gordon Brown, l'ancien Premier ministre britannique, qui le rappelait dans une interview ce week-end. Il y a quand même une forme d'échec collectif si on continue de se dire qu'en Occident, on veut arriver à 100% de taux de vaccination en laissant le reste du monde se débrouiller. C'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à gérer une pandémie intrinsèquement mondiale si on continue de fonctionner comme ça. Comment ça va être intégré dans les décisions de fin d'année importantes qu'on attend, notamment du côté des banques centrales, Jeanne ? Alors, je dirais que je pense que les banques centrales vont rester quand même assez centrées sur leur région. Je ne suis pas sûre qu'elles vont tenir compte du fait qu'il y a un risque plus important d'émergence de variants dans les émergents. Je crois qu'elles vont regarder les perspectives d'activité sur la zone. C'est vraiment, pour moi, leur principal sujet de préoccupation, ainsi que, bien sûr, les tendances d'inflation. Donc, pour ce qui est de la BCE, j'ai envie de dire... Donc, elles ne vont pas changer Elles vont rester focalisées sur ce qui était déjà le point de focalisation important de ces dernières semaines et de ces derniers mois. Avec un risque ou une incertitude supplémentaire qui est apporté par le variant ou par la vague de Covid en Allemagne. Donc je pense que ça vient impacter les prévisions ou les perspectives de croissance, par exemple, de la zone euro. Donc là-dessus, je pense que... alors pour ce qui est de la BCE, elle a annoncé une normalisation douce quand même, avec... probablement la fin des achats d'actifs, enfin d'une partie des achats d'actifs fin mars, et elle se garde une flexibilité sur l'autre programme, l'APP. Donc on a envie de dire, pas sûr qu'elle change son fusil d'épaule. Après, il est possible, il y avait... Pour ce qui est de la Fed, quelque chose d'intéressant qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire que d'un côté, des signes que l'inflation, même si elle doit au final s'avérer transitoire, risque de durer plus longtemps, et des signes d'activité bien meilleurs ces derniers temps. Donc il y avait un espèce de cocktail qui pouvait faire penser, plus évidemment la nomination de Powell, etc., pouvait faire penser qu'en fait, il pourrait avoir un biais à accélérer le tapering, la réduction des achats d'actifs. Donc, au lieu de les baisser de 15 milliards par mois, les baisser de 30. Ça aurait eu un avantage important, à mon sens, et c'est pas forcément une décision en soi de resserrement, c'est une décision de reprise de l'attitude. Parce que s'ils font ça, ils terminent les achats fin mars et il leur reste le temps de relever les taux. Au moins 2 relèvements si besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, mais ils ont le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le midterm en novembre. Alors c'est quand même très ennuyeux pour la Banque centrale. Si jamais ils terminent le programme d'achat qu'en juin, il leur reste très peu de temps pour faire 2 relèvements de taux. Et donc c'est un peu ennuyeux d'aller brouiller le schéma juste avant les élections de midterm. Et vous dites la Fed est dans une séquence où elle veut se garder le maximum d'options ouvertes sur la table, avec une idée de plus en plus présente qui est celle de recréer des marges de manœuvre après tous les efforts qui ont été faits. C'est ce que nous ont dit les minutes qu'on a vu paraître la semaine dernière. C'est quand même qu'ils aimeraient bien, ils sont quand même... Alors, ils pensent toujours que l'inflation sera transitoire, mais ils reconnaissent qu'il y a une multiplicité d'éléments qui peuvent la rendre transitoire pendant plus longtemps. Oui, et puis ils reconnaissent que quand même il y a un niveau de demande exceptionnel. Autant sur l'offre, on comprend que les politiques monétaires n'ont pas beaucoup à ajouter, mais sur la demande, peut-être qu'il est temps d'arrêter de stimuler en partie la demande. Oui, mais c'est oui et non, parce que quand vous regardez, une des sources importantes, c'est les loyers. Oui. Et en fait, les loyers suivent avec un délai d'1 an, quelque chose comme ça, l'évolution des prix de l'immobilier. C'est une chose dont on a parlé il y a longtemps. Or, il se trouve que quand on fait le point sur l'offre de logement, on est au plus bas. Il y a un déficit incroyable sur les logements à vendre et à louer. Donc même en matière d'immobilier, vous dites c'est pas sûr que ce soit un problème de demande. C'est pas la demande qui est exceptionnelle. Alors il y a un peu plus de demande parce que la demande est liée à la formation de nouveaux foyers et que pendant la pandémie, les jeunes sont restés à la maison chez leurs parents. Or quand la pandémie s'arrête,
ils vont, ils sortent, ils se prennent un appartement. Donc il y a un peu plus de demande, mais l'enjeu, c'est l'offre qui est très inappropriée. Et donc, on peut s'attendre à ce que la construction reste très forte. Mais ce n'est pas toujours un problème de demande. D'où la problématique pour les banquiers centraux. C'est très compliqué. Ouais. Ces réunions, elles s'annonçaient déjà compliquées avant la résurgence de l'épidémie. Dans les scénarios, le schéma 2022 que vous avez en tête, Delphine et puis Nathalie, quel rôle va jouer la politique monétaire ? Est-ce que ça peut être un facteur très perturbant pour les marchés, même si on voit que la communication est très prudente, qu'on y va pas à pas, qu'on essaye de bien caler toutes les anticipations avant d'annoncer les décisions pour que ça se passe bien. Voilà, est-ce que ça peut être un processus linéaire de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a un risque banque centrale sur 2022 ? Les leçons de l'histoire récente, c'est que les banques centrales font quand même très attention dans leur communication pour éviter les problèmes. Et ils le font très bien. C'est ce que montrent les dernières conduites, et très bien d'ailleurs sur la gestion de la crise Covid de 2020. Maintenant, je dirais que c'est pas forcément... Enfin, il faut dissocier deux choses. Dissocier, la politique monétaire, et puis deux, l'impact sur les marchés. Parce que c'est pas parce que la Banque centrale américaine va remonter de 50 BP en fin 2022, c'est ce qui est attendu par les marchés, plus ou moins. Alors, est-ce que ça sera finalement un petit peu avant, à l'été, avant mi-terme, après mi-terme, ou juste janvier 2023 ? Est-ce que ça va changer fondamentalement les choses ? C'est pas la grande histoire, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça qui va changer les choses ? Globalement, ils vont remonter les taux. Enfin, à moins qu'il se passe qu'on change de scénario complètement à cause de ce variant-là, ou autre chose. Mais globalement, c'est notre scénario principal. Ils vont remonter les taux. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Et on est dans cette normalisation. C'est dans une bonne nouvelle. Après, est-ce que c'est pour ça que les taux vont remonter fortement ? Quand je dis les taux, là, les taux longs vont remonter fortement ? Probablement non. Non. Ils vont remonter, mais pas fortement. La courbe va peut-être s'aplatir, mais est-ce que les taux, actuellement, ils vont remonter fortement sur le long terme ? Non. Surtout qu'encore une fois, dans un environnement où on prévoit une croissance mondiale qui retourne sur son potentiel, enfin qui sera encore un tout petit peu au-dessus de son potentiel en 2023, mais qui va tangenter sur son potentiel. Donc avec une économie mondiale qui reste sur son trend d'avant-crise Covid, avec probablement un petit peu plus d'inflation, c'est quand même compliqué de dire voir qu'il y a des besoin tensions. de tout ce soutien encore monétaire. Et en plus, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on se retrouve avec une dette phénoménale. Les gouvernements ont dépensé 17 000 milliards de dollars avec cette crise Covid. 17 000 milliards de dollars, c'est 16% Le du PIB PIB. américain, c'est quoi ? 22 000 milliards, Voilà, c'est ça, donc on est plus ou moins dans cet ordre de grandeur. C'est 16% du PIB mondial, en comptant les prêts garantis, etc. Oui, toutes les mesures. Donc finalement, c'est énorme. Donc on peut pas dire qu'on est revenu on peut pas dire qu'en 2023 on sera revenu au point de départ. Non, on aura ce stock de dette supplémentaire qui va probablement faire en sorte que ils vont avoir des taux réels probablement faibles et peut-être négatifs pendant plus longtemps qu'on pense, et des taux qui vont rester bas, même s'ils remontent, ils remonteront pas de façon énorme. Donc vraiment dissocier l'impact de la décision de la Fed avec l'impact sur les taux longs. Donc pour vous, c'est pas le risque majeur de 2022. C'est pas le risque d'erreur de politique monétaire qui est un risque majeur pour 2022. Non, je ne pense pas, parce qu'on est encore, et ça par contre on ne l'avait pas très bien vu, et c'est ce que nous montre la leçon encore de cette histoire de nouveaux variants, c'est que la réouverture, elle va durer beaucoup plus longtemps. En fait, la réouverture, ça va être le temps de la normalisation de la croissance. En fait, la normalisation de la croissance, on a prévu qu'elle dure en gros 2 ans, entre mi-2021 et mi-2023. Et bien probablement, ça sera cette problématique de réouverture et de signaux inflationnistes temporaires qui vont continuer, parce que la réouverture, elle va être en dents de scie. Ouais. Et on va avoir des problématiques d'inflation à court terme. On va être sur un palier beaucoup plus longtemps que prévu, avant probablement de redescendre. Et après, il faut réajuster par rapport aux signaux de long terme. Et les signaux de long terme, pour l'instant, on a tellement un écran de fumée de court terme que c'est compliqué de les détecter complètement. Les signaux disruptifs, encore une fois, de cette crise du Covid, qui vont être les graines du scénario macroéconomique. En matière immobilière, en matière de comment on travaille demain, ça c'est des sujets qui sont clés pour vous. C'est la grande révolution. L'impact du télétravail, pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Et on a des cas, des scénarios avec, si on passe à 3 journées de télétravail, encore une fois aux États-Unis, une agence de notation, une grande agence de notation, qui dit que ça peut entraîner une chute de l'immobilier sur les 5 prochaines années à venir. Donc, oui, dans les centres-villes. Global, parce que dans les centres-villes. Après, d'accord, en termes de prix, c'est la cascade. Globalement, c'est pour ça que en fait, il faut rester très humble par rapport aux signaux de long terme qui nous sont envoyés, parce que pour l'instant, on ne peut pas encore les détecter. On a quand même l'impression qu'il y a
de manière disruptive cette histoire de télétravail, qui est complètement disruptif, et on n'en voit que le début. Et puis, la révolution aussi verte, entre guillemets, Oui. et la transition écologique énergétique. Et on n'en a pas Alors parlé, là, mais à la mais limite, qui était déjà Oui. plus qu'embryonnaire quand même avant la crise. oui, mais Voilà. et qui est un accélérateur. Et on n'en a pas parlé pour la semaine dernière sur l'histoire, parce que qui a été finalement brouillée par cette histoire de nouveaux variants. Mais malgré tout, ce nouveau gouvernement allemand, avec à l'économie les Verts, a entraîné, enfin, fait en sorte, bon, il y a d'autres phénomènes. Oui, mais que- c'est économie, écologie pour les Verts, mais finances, parce que c'est le ministère des Finances qui est important. Enfin, pour Oui. la partie budgétaire en Allemagne, c'est libéraux. Hein. Oui, bien sûr. Oui, non, mais d'accord. Quand même. Oui. Oui. Quand même. Mais bon, au final, ce que je veux dire par là, c'est que on a peut-être une accélération à ce titre-là, et on parlait tout à l'heure des secteurs. Et quand on regarde les secteurs qui ont le mieux résisté, alors il y a d'autres histoires spécifiques là-dessus, mais sur les énergies renouvelables, notamment, ça a bien tenu la semaine dernière. On a même en positif sur le secteur quand on regarde le stock 600. Nathalie, dans une perspective 2022, au-delà du bruit de court terme, quels sont les grands axes stratégiques d'investissement qui sont valables? Encore une fois, je pense que ce qu'on vient tous d'évoquer plaide pour quelque chose qui peut paraître comme de l'eau tiède, mais qui est très adapté. Il faut de l'équilibre, en fait. C'est la diversification, parce qu'aujourd'hui, on le voit, c'est vraiment intéressant, l'impact psychologique. Il ne faut pas oublier que les marchés, c'est de la psychologie avant tout. Donc, en fait, on peut avoir des annonces de hausse des taux qui vont être applaudis par les marchés, parce que les marchés attendent que ça, se dire oh, on monte les taux parce que la situation économique va mieux et que c'est une reprise du cycle, et donc c'est plutôt ça. Et les premières hausses de taux, généralement, c'est comme ça qu'on les apprécie. Comme on peut avoir aussi un discours très dovish sur les taux qui soit très mal pris, parce qu'on dit oula, c'est une situation catastrophique. Ah oui. Et donc en fait, On en est l'impact encore là. marché, Ouais. et la raison de Delphine, c'est vraiment ça. C'est comment les marchés vont prendre la nouvelle au moment où la nouvelle va arriver. Et aujourd'hui, on le voit, la différence de réaction, ça va toujours dans le même sens, mais entre les réactions sur les taux courts et sur les taux longs. Et donc, on voit qu'aujourd'hui, les signes de reprise, pas de reprise, ça joue beaucoup sur les taux courts, parce qu'on sait que sur les taux longs, globalement, ça sera peut-être transitoire, mais c'est transitoire, même si c'est transitoire un peu plus long que prévu, ce ne sera pas du transitoire sur du long terme. Et que donc, les marchés jouent avec ça. Ce qui veut dire que humilité et manque de visibilité, on n'a aucun moyen de savoir si dans les 6 prochains mois ou les 18 prochains mois, qu'est-ce qui va l'emporter sur le long terme? Est-ce que ça va être plus cette défiance vis-à-vis du risque, et donc on met en mode des risques au maximum, ou est-ce que le marché va jouer beaucoup plus la reprise du cycle et le fait que ce sera bien accompagné par les banques centrales? Et vous dites qu'il faut rester assez agnostique par rapport à ces deux grandes idées aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, on voit bien que le court terme plaide là-dessus. Au niveau microéconomique, on n'en a pas parlé, alors que c'est quand même le poumon, vous savez, sur les marchés, mais les résultats étaient quand même très bons. Bien sûr. Et tous secteurs confondus, parce que même les secteurs sur lesquels ils ont eu des grosses hausses de prix ont eu cette capacité ou à répercuter ou à gérer leur marge de façon à absorber une partie de ce choc-là. Évidemment, tout le monde n'a pas été immune, mais en tout cas, la saison a été plutôt bonne. Oui, mais est-ce que ça suffit pour se rassurer pour la suite? C'est ça le... Non, mais c'est pour ça qu'en fait, après, il y a la question de valorisation et il y a la question aussi de comportement des différents secteurs. Parce que on l'a vu là, par exemple, tout ce qui était green, mais avec un biais tech, ça a souffert vendredi. Tout ce qui était green, mais avec un biais utilities un petit peu, ça a plutôt bien résisté. Donc, ça veut dire que même en jouant une thématique environnementale, la diversification en termes de style de gestion, de visibilité et de niveau de valorisation, elle est importante. Donc, encore plus quand on joue une allocation globale. Après, je pense que la vraie question, le défi aujourd'hui sur nos gestions privées, c'est plus quel poids on donne aux émergents ou pas pour 2022. Parce que là, il y a une vraie question sur... sachant que c'est des poids relativement faible dans les indices, donc c'est pas ce qui est game changer. Mais là-dessus, en fait, oui, la visibilité elle est encore très petite. Et puis surtout, on voit qu'il y a une décorrélation très importante par rapport au comportement des autres marchés. Regardez, la Chine, alors ça a été tout à l'envers. Après, il y a les impacts gouvernementaux, décisions, mais c'est aussi notre poumon de croissance économique. On sait qu'il s'essouffle depuis plusieurs trimestres maintenant, c'est assez logique. Mais ça joue, ça aussi, pour les perspectives d'inflation. Ouais. Et donc, encore une fois, toujours en diversification, mettre des émergents, c'est pas mettre des émergents aujourd'hui pour booster un portefeuille, c'est plus, je pense, pour décorréler et faire en sorte d'avoir un équilibre dans ce qui va pouvoir jouer en 2022. Donc il faut avoir des émergents un peu aujourd'hui pour attaquer 2022. En tout cas, si on va avoir dans ce portefeuille un biais cyclique capable d'avoir une reprise très forte, très rapide, une capacité à gérer aussi
ces cycles-là, parce que le gouvernement, on va mettre Chine et le reste des émergents. C'est les restes des émergents, un petit peu plus délicat. En tout cas, dans des pourcentages faibles, c'est un moyen de jouer la reprise du cycle avec un niveau de valorisation assez bas. Je reviens parce que moi, on verra, on fera le compte au 31 décembre, mais j'ai pas refait le bilan en fin de semaine dernière. Mais les 2 meilleures performances au sein du CAC 40 cette année, alors c'est vision très franco-française, mais je trouve très emblématique, c'est Hermès et Société Générale. C'est 2 valeurs mais polaires, quoi. C'est-à-dire en termes de valorisation, en termes de cas d'investissement, ces 2 valeurs aux antipodes, ce sont les 2 grands gagnants de cette année 2021. Mais c'est exactement. Ça montre bien qu'il faut aller chercher exactement, les 2 en fait, et avec 2 raisons totalement différentes. Bien sûr, aux antipodes. Valorisation, mais encore une fois avec la visibilité. Le point commun, c'était une espèce de visibilité sur ce qui pouvait arriver. Et puis après, c'est vrai que le luxe est un des grands gagnants aujourd'hui de cette crise, parce qu'une capacité à gérer des marges et à gérer de la croissance. Pas mal. Et à rester désirable au moment où on peut reconsommer, quand on peut reconsommer. Exactement. Et se venger un peu des périodes de confinement. Bon, stratégie 2022, qu'est-ce que vous en dites, Jeanne, les grands axes et puis émergents, je voulais justement, Nathalie nous a tendu la perche, je voulais qu'on termine avec les émergents. Ça fait partie pour nous des sujets qui seront les plus importants pour 2022, c'est les émergents. On est un peu hésitant pour se positionner dès maintenant, mais complètement d'accord pour dire que c'est un levier intéressant sur la croissance, mais aussi sur la fin de la peur, qu'on espère, d'un nouveau variant. Parce qu'il y avait quand même un cas détecté à Hong Kong et la Chine a refermé de façon très violente. Donc ça a beaucoup de conséquences. Et donc la Chine est un vecteur très intéressant, marché qui offre quand même des valorisations pour le coup attrayantes et qui en termes d'activité a fait un creux violent, donc qui est susceptible pas forcément de repartir très fortement, mais l'inflexion suffit en général pour aider le marché. Sur la Chine, Jeanne, beaucoup regardent évidemment la stratégie zéro Covid. Beaucoup estiment que cette stratégie zéro Covid va durer jusqu'au JO d'hiver de Pékin, février 2022. C'est impensable d'avoir une résurgence épidémique violente alors que les JO se tiendront à Pékin en février 2022. Est-ce qu'après cette échéance, est-ce qu'on peut imaginer justement une stratégie sanitaire différente, une stratégie de croissance ou de soutien à la croissance différente ? Est-ce que c'est quelque chose que vous achetez aujourd'hui ou pas ? J'ai un peu de mal à croire que ce soit le point au moment au moment où on voudra re-rentrer sur le marché. J'ai tendance à penser que ça se jouera avant les Jeux Olympiques. Oui, et que ce sera probablement pas suivi par un changement annoncé de politique de santé, mais plus par une inflexion naturelle, exactement, voire de bonnes nouvelles sur ce variant qui serait, admettons, enfin on espère qu'il serait inoffensif ou moins dangereux. Vous dites, avec le prix des actifs chinois aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'avoir l'annonce d'un plan de soutien massif pour que les investisseurs s'y réintéressent. Non, puis je ne suis pas convaincue que la Chine, elle peut faire plutôt du soutien ciblé. À certains secteurs. Je ne suis pas sûre qu'elle veuille rentrer à nouveau dans des concepts de soutien massif. Et puis après, on reste quand même avec un biais risqué, parce qu'on considère que la reflation est toujours notre scénario majeur, la reflation étant positive. Plus de croissance que pré-crise et suffisamment d'inflation. Mais en cohérence avec la croissance. N'oublions pas la croissance dans avec on parle que de l'inflation, il ne faut pas oublier la croissance. Voilà. Et ce que je rejoins ce qui a été dit sur les taux, Delphine, je crois, l'avait dit, c'est que pour nous, oui, les taux vont remonter, mais les taux longs, mais pas forcément beaucoup, parce que même quand les banquiers centraux normalisent, donc réduisent leurs achats d'actifs, ils les réduisent moins ou dans une proportion qui fait que de toute façon, sur le marché obligataire, la situation n'est pas pire que lorsqu'ils achetaient beaucoup, simplement parce que les déficits des États se réduisent drastiquement et qu'ils vont émettre beaucoup moins de dettes. Donc ça, c'est un élément important parce que ça nous aide pour la valorisation des actions. C'est-à-dire que si les marchés obligataires restent très chers, alors certes, les marchés d'actions sont chers, mais relativement au marché obligataire, ils restent attrayants.
Sur la partie émergente, bon, on a dit un mot de la Chine, mais je ne sais pas, on a beaucoup, nous, parlé dans l'émission la semaine dernière alors de quelques gros émergents quand même. La Turquie est un grand pays aujourd'hui dans les émergents, un grand pays tout court. Bon, on a toujours le sujet de la lire turque détruite par la stratégie de croissance ultime, extrême, menée par le pouvoir. J'ai vu que le peso mexicain aussi a quand même beaucoup baissé en novembre, le rand sud-africain. Enfin, il y a déjà des devises émergentes importantes qui commencent à lâcher la vie. Écoutez, oui, nous, on a eu pendant un temps une préférence au sein des émergents pour la partie non-Chine versus la Chine. Ouais. Mais d'abord, c'est un pari, entre guillemets, qui a très, très bien performé. Et on estime que là, il ne s'agit plus de ce genre de préférence, mais davantage de regarder pays par pays. Alors, la plupart des pays émergents ont connu un cycle d'inflation fort, des remontées des taux dans beaucoup de pays émergents. Chez certains, on peut penser que la remontée des taux est bien avancée et que donc on arrive au bout, donc ça va peut-être être des moments de rentrée. Pour d'autres, non, c'est pas terminé. Et puis il y en a sur lesquels on a très peu de visibilité et qu'on préférera éviter. Mais c'est vraiment de la sélection pays par pays, sachant qu'au global, les émergents sont quand même moins vulnérables qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Lors des crises précédentes. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui vous retient encore là sur les émergents Ah bah rien, on est déjà investi très fortement. Ah bon, nous. très fort. Ah bon, Ouais, pardon. ouais, Alors. non. Je me mélange, pardon. Non, on est non, plutôt Asie. Alors pour le coup, nous on est Ah ouais. un peu fan de l'Asie, Ouais. mais depuis longtemps. Après, on a des équipes aussi à Hong Kong et Singapour. Donc, c'est peut-être il y a un biais. Suède, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est très très investi. Alors là. Notamment, ce qui nous plaît bien en ce moment, et plus qu'avant, même si c'était le cas déjà depuis l'été, sont les obligations. Ah oui. Les obligations, il y a eu un crack en Chine, c'était vraiment un crack Oui. sur le high yield, puisque Ouais. ça a perdu 40% pour Ouais, ceux qui ouais. étaient investis sur le high yield, donc Ah ouais. plutôt violent. Avec le séisme immobilier Bien qui a eu ses effets de bord importants sur Exactement. l'ensemble de la dette Exactement. risquée des entreprises Donc chinoises. là, je dirais que plus que jamais, la situation est intéressante. Alors, je parle de la Chine parce que là, il y a eu vraiment des opportunités, mais au-delà de la Chine, c'est l'Inde, l'Indonésie et tous les pays Asie d'environnement. Mais ce qui est intéressant pour la Chine, c'est que là, on regardait pour faire des portefeuilles, puisqu'on fait des portefeuilles dédiés pour les clients, et notamment sur la partie obligataire dans un environnement. On est sur des taux bas partout, même le high yield européen là, et le high yield américain sur les pays développés, on est très bas. Sur un portefeuille mixte, alors avec peut-être un peu plus de Chine, mais globalement mixte Asie, on arrive à avoir des rendements pour une notation investment grade au final, hein, donc avoir 30% de high yield, mais une notation investment grade, on arrive sur des rendements qui sont proches de 8%. Quoi. Donc, et avec, franchement, une sérénité dans la sélection des noms, parce que l'avantage quand même qui s'est passé Des dernièrement, boîtes saines. c'est qu'on commence un peu à reconnaître les boîtes qui vont s'en sortir et celles qui ont plus des problèmes. Donc, On m'a expliqué, des gérants dette émergente m'expliquent mois après mois, trimestre, année après année, que le leverage des corporates émergents est bien plus faible évidemment que le leverage des entreprises développées et qu'il y a un processus de désendettement permanent, en tout cas de rigueur de gestion au niveau corporate, qui est d'ailleurs inversement proportionnel souvent à la situation du pays. C'est-à-dire que plus la gestion du pays est débridée ou compliquée, plus les entreprises du pays-là qui opèrent à partir de ce pays-là... vrai, notamment pour l'Amérique du Sud. Et exactement. On pense à l'Argentine, des pays comme ça. Tout à fait. Donc là, nous, on n'est pas encore revenu pour le coup sur l'Amérique latine. On est vraiment focalisé vraiment Asie et plutôt aujourd'hui avec, je vous disais, un rendement 8% avec vraiment de la sérénité sur la solidité des émetteurs aujourd'hui. Bon, on ne va pas les chercher ailleurs pour l'instant. Mais en effet, globalement, on remonte. On a une forte pondération, en tout cas à démarrage 2022, sur la partie émergente, actions et obligations. Bon, obligations, c'est parce qu'il y a cet effet intérêt du moment. Maintenant, ce qui m'inquiète, malgré tout, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a à peu près la même vue. C'est qu'aujourd'hui, je ne vois pas une allocation qui ne met pas de l'émergent au cœur de son allocation de début d'année, et avec souvent aussi un barbel entre croissance et value qui reste quand même toujours... Et puis des boîtes, évidemment, qui sont solides, avec du pricing power. Mais on revient à ce que disait Nathalie, c'est-à-dire que s'il faut être agnostique par rapport aux différentes possibilités, tant que la poussière n'est pas retombée, autant être exposé un peu partout... Alors après, moi, j'ai un avantage, c'est que je joue avec les stratégies des autres. C'est-à-dire que non, mais dans la multigestion, c'est un moyen aussi de compenser ça, parce que c'est vrai que quand on parlait de la Chine, globalement, les fonds sur lesquels on est investi indirectement en fait sur la Chine, c'est des fonds conso, gérés par des équipes locales. Delphine a raison, quoi. Sur ces marchés-là,
il y a rien, ça ne devrait pas à l'esprit d'acheter un fonds small cap sur les actions françaises géré par un Américain. Mais de la même façon, quand vous voulez jouer la consommation en Chine, et en plus, c'est le compartiment en Chine A, donc qui est beaucoup moins vulnérable que le reste, parce que réservé aux Chinois. Et après, sur les gestions émergents larges, c'est vraiment des sociétés de gestion qu'on achète avec des savoir-faire historiques sur les émergents, des très connus, des moins connus, et qui, eux, font leur shopping multisecteur. C'est-à-dire qu'ils peuvent être un fonds sur les financières, comme sur les minières, comme sur de la croissance. Et dans une période compliquée pour les émergents comme celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est des stratégies qui fonctionnent Ah oui, parce qu'en fait, alors bien sûr que les stratégies émergents vendredi ont beaucoup plus souffert que... Bon, Non, mais quand on regarde justement sortie de l'indice, sortie des ETF émergents, oui, non, mais en fait, l'année 2021 reste une année beaucoup plus difficile pour les stratégies émergents. Même les mêmes équipes sur les émergents ou sur le monde, globalement, les émergents réussir à faire une performance à 2 chiffres positifs sur les émergents cette année, c'est quand même un exercice. J'ai pas vu beaucoup de candidats là-dessus en pur. Ou bien, il fallait avoir des stratégies de niche. On a un fonds qui est sur les green tech, en fait, mais en Asie-Pacifique. Donc, que des valeurs, en fait, industrie, mais pour servir l'environnement. En Asie-Pacifique, il tire son épingle du jeu. Mais parce qu'il y a une sous-thématique derrière. Encore une fois, cette diversification, elle fait que on a vraiment un marché qui se prête à ça, parce que c'est un exercice très, très difficile aujourd'hui de faire la meilleure allocation. Encore une fois, il ne faut pas avoir la vision de l'indice. Il y a bien une année sur laquelle il ne faut pas avoir l'indice en ligne de mire, et encore moins en 2022. Parce que bien malin, celui qui sait qu'est-ce qui va mieux s'en tirer entre la zone euro, les États-Unis, les émergents, effets de devises confondus. On a vu ce qu'a fait le dollar vendredi. Il y a plein d'aléas. Pas mal de devises émergentes qui sont en négatif quand même depuis le début de l'année maintenant, avec le dollar qui se renforce contre un ensemble de monnaies. Merci à vous trois. Merci. Mesdames d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Delphine Di-Pidio-Tigé, DG d'Indosuez Gestion, Nathalie Pelleras, DG de 4PointCM, et Jeanne Asraf-Biton, directrice de la recherche marché de Lyxor, était avec nous en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est le retour des dividendes, un thème trimestriel qu'on suit avec les équipes de Janus Henderson Investors et Charles-Henri Herman qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Charles-Henri. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, directeur du développement notamment pour le marché français chez Janus Henderson Investors. On vous retrouve tous les 3 mois quasiment pour ce baromètre trimestriel qui fait référence, on va dire, dans le monde de la gestion d'actifs mondial, puisque vous évaluez effectivement la dynamique de dividendes au niveau mondial. Donc, les résultats du dernier baromètre portent sur le 3e trimestre. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme enseignement en termes de dynamique de dividendes pour ce 3e trimestre 2021, Charles-Henri? Alors bonjour Grégoire, oui merci de me recevoir encore une fois. Une grande dynamique assez intéressante puisque des chiffres records pour ce 3e trimestre. Les sociétés continuent à se redresser post-pandémie. Elles ont des hausses de bénéfices très importantes, des bilans qui sont très solides, qui leur a permis une forte croissance d'environ 22% en termes sous-jacents pour ce 3e trimestre. En mode totaux, dividendes totaux, cela représente à peu près 20%. Alors petite explication, je le redis, la différence entre les dividendes sous-jacents et les dividendes totaux, c'est essentiellement que dans les dividendes totaux, c'est tout qui est compris. Dans les dividendes sous-jacents, on va retirer l'effet de change, on va retirer les dividendes extraordinaires et on va aussi retirer les programmes de rachat d'actions pour avoir des bases qui sont un petit peu plus comparables quand même entre 2 trimestres par rapport aux sociétés ou entre 2 années. 20% de croissance des dividendes donc au 3e trimestre. Vous dites que c'est un niveau record en montant total versé, c'est ça Voilà, 400 milliards pour ce 3e trimestre. Donc c'est effectivement un niveau record. On pourra noter... Sur un trimestre, c'est sur un trimestre, tout à fait. Sur ce 3e trimestre, d'accord. Par rapport à l'historique des 3e trimestres tout à fait, précédents. On l'avait déjà précisé par les précédentes fois. Il y a une vraie saisonnalité des dividendes. Donc on ne peut pas comparer le 1er trimestre avec le 2e et le 2e avec le 3e. Donc c'est un record sur ce 3e trimestre uniquement. Sur ce trimestre, à l'échelle internationale, on peut noter que 90% des sociétés ont soit maintenu, soit augmenté leurs dividendes, ce qui est vraiment un excellent résultat.
Et si on en regarde notre indice a atteint 194,7 et on est seulement à 2% du record historique pré-pandémie de l'indice des dividendes. Donc une hausse assez importante. C'est incroyable, mais à chaque fois, moi, ce qui me fascine dans votre baromètre et pourquoi cette lecture du marché à travers les dividendes est intéressante, mais c'est même la lecture de l'économie. L'économie américaine est à 2% de sa tendance pré-Covid. Les dividendes dans le monde, on va dire, l'économie mondiale est quasiment revenue à 2% peut-être maintenant de sa tendance pré-Covid en termes de niveau de richesse créée. Et on retrouve exactement cet écart là quasiment sur le niveau des dividendes et la dynamique des dividendes à la fin du troisième trimestre. Oui, c'est une hausse qui est assez importante. Et puis les résultats... Et très corrélé, je trouve, avec la situation macroéconomique. Tout à fait. Qui a un lien très fort. On va retrouver ça aussi au niveau des secteurs. Ouais. Par exemple, le secteur qui a le plus performé sur ce troisième trimestre, c'est le secteur minier, qui fait un trimestre vraiment historique. Alors pourquoi ? Tout simplement, l'augmentation des prix des matières premières a donné des résultats historiques pour ces sociétés qui ont décidé de reverser à leurs actionnaires. Quelques petits chiffres assez intéressants. La hausse des dividendes, ça représente plus des 2/3 de la croissance des dividendes sur ce trimestre, rien que dû au secteur minier. Le secteur minier, plus de la moitié, les 3/4 des sociétés minières ont soit augmenté ou ont plus que doublé leurs dividendes par rapport au troisième trimestre précédent. Donc oui, c'est assez impressionnant. Ça représente 54 milliards de dollars de paiement de dividendes rien que sur ce trimestre, le secteur minier. Sur les 400 milliards. Sur les 400 milliards, exactement. Donc c'est très important. Mais il n'y a pas eu que le secteur minier. Le secteur bancaire continue à se redresser petit à petit. En effet, on voit de plus en plus toutes les contraintes qui sont levées de la part des régulateurs. Donc le secteur financier contribue aussi de façon assez importante. Et puis, c'est peut-être l'un des secteurs où on pense que ça va continuer sur 2022 parce que la levée des restrictions de la part des régulateurs devrait continuer à profiter à ce secteur en 2022, ce qui n'est peut-être pas le cas pour le secteur minier, parce qu'on pense potentiellement que le secteur minier risque de plus souffrir l'année prochaine. En effet, on le voit déjà, les prix des matières premières ont atteint un niveau très important. Ouais. Certains commencent déjà à baisser. Reproduire la performance l'an prochain, ça va être difficile. Compliqué. Donc on pense que ça pourrait être, le secteur minier pourra plutôt être un frein l'année prochaine à la croissance des dividendes. Qu'est-ce qu'on peut dire en fonction des différentes zones géographiques ? Encore une fois, votre baromètre est global, regarde les versements de dividendes sur l'ensemble du monde et des zones géographiques. Là aussi, est-ce qu'il y a des distinctions peut-être à relever à la fin de ce troisième trimestre, Charles ? Oui, il y a beaucoup de distinctions à relever. On l'a vu, les secteurs géographiques qui ont le plus sous-performé en 2020 sont ceux qui ont le plus fort rebond sur cette année 2021 et vice-versa, ceux qui ont le moins baissé leurs dividendes en 2020 ont une croissance plus modérée. Si on prend le continent nord-américain, par exemple, les États-Unis, elles ont beaucoup moins souffert que d'autres régions et donc elles ont protégé. Elles ont une croissance faible, mais elles ont quand même atteint un record historique puisqu'elles ont quand même augmenté d'1/10 leurs dividendes pour atteindre justement un niveau historique. Si on prend les dividendes canadiens, c'est le 19e trimestre consécutif de hausse des dividendes canadiens. Voilà, donc malgré tout, ça reste des chiffres qui sont assez importants. Maintenant, si on regarde sur d'autres zones géographiques, si on part maintenant plutôt sur l'Europe, l'Europe a eu des bons résultats. C'est comme l'Asie ou certains pays émergents. Après, il y a pas mal de disparités en fonction des pays. Par exemple, si on prend l'Asie de façon plus globale, on voit que Singapour s'est beaucoup redressé, notamment suite à l'enlèvement des restrictions sur le secteur bancaire. On voit que Taïwan eux souffrent un petit peu plus par rapport, avec un petit peu de retard en fait sur l'impact de la crise. Et enfin, si on regarde sur la Corée du Sud, la Corée du Sud vit un très très bon trimestre qui avait 2 paiements de dividendes importants des sociétés comme POSCO ou l'automobiliste Hyundai. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Europe, alors là, en général, et de la France en particulier, Charles-Henri ? Alors la France, sur ce trimestre, a été le pays qui a eu la croissance la plus forte et la plus rapide en Europe. 93% de hausse. C'est très impressionnant, wow. Mais c'est essentiellement dû au paiement de la deuxième tranche de dividendes de la société bancaire BNP. Bien sûr. Voilà, donc il y a un phénomène de rattrapage. BNP, il faut savoir qu'ils sont qu'à 1/10 de leur record de paiement de dividendes cette année par rapport à 2018. Donc là encore, on voit que la pandémie a été oubliée sur le paiement des dividendes. Par rapport à l'Europe de façon plus générale, si on exclut le Royaume-Uni, qui est un petit peu un cas à part, on voit qu'elles ont repris leur calendrier de manière un peu plus normalisée. On oublie un petit peu la pandémie et on atteint une croissance d'environ 30% en Europe cette année de manière sous-jacente des dividendes. Croissance donc du troisième trimestre sur un an, c'est ça Exact. Plus 30% en Europe. Voilà, tout à fait. Alors attention, le troisième trimestre n'est pas un trimestre représentatif en Europe. Il y a cette saisonnalité. Ouais. Il faut noter que seulement... C'est plus le T2 chez nous, c'est ça ? Voilà, c'est le T2 essentiellement en Europe. Le T3, ça représente seulement 1/10 du paiement global des dividendes sur l'année. Donc attention quand même à ce phénomène de saisonnalité. Ouais.
Bon, perspective. Enfin, déjà, est-ce que là, oui, on est à un mois de la fin de l'année, avec les indicateurs que vous avez, est-ce qu'on peut affirmer que 2021 sera l'année du grand retour des dividendes sur des niveaux pré-crise, voire au-delà des niveaux pré-crise? Est-ce que 2021 va être une année record en matière de versement de dividendes? Alors, oui, on peut le supposer. Il y a eu trois changements importants sur cette année. D'abord, le rebond du secteur minier. On l'a dit, rebond des prix des matières premières, des paiements extraordinaires, un niveau historique atteint. Un deuxième, les banques. Les banques se sont rapidement remises de la crise de Covid. Toutes les réglementations pour contraindre les banques d'un point de vue des dividendes sont quasiment levées partout dans le monde. Donc, il y a un rebond qui est assez important. Et dernier point, c'est les États-Unis. Les États-Unis, on voit les sociétés qui commencent à annoncer leurs dividendes pour 2022, qui sont en train de les réinitialiser, et on les voit en hausse. Donc ces trois phénomènes importants nous rendent assez optimistes, à la fois pour l'année 2021 et peut-être pour le début, en tout cas, de l'année 2022. Donc on prévoit une hausse d'environ 15,6%, la croissance des dividendes de 15,6% au total de l'année 2021 par rapport à 2020, et pour atteindre un chiffre record, vous l'avez dit, 1460 milliards, chiffre, on dépasserait le pic pré-pandémie. Et on peut noter que les dividendes se seraient remis en seulement 9 mois de la crise du Covid. Et Avec, vous disiez, dans la particularité de cette année 2000, c'est le retour quand même des valeurs minières, le retour des gros dividendes des valeurs minières, gonflés évidemment par la hausse des prix des matières premières. Ce qui fait que le plus gros payeur de dividendes de l'année sera sans doute un groupe minier, Charles. Exactement. On a cru à un moment donné que le secteur des technologies allait nous fournir le plus gros payeur de dividendes. Et d'après nos estimations, on pense que le plus gros payeur sur l'année au niveau société sera une société minière, la société anglo-australienne BHP. BHP Billiton, alors j'ai pas regardé l'historique, mais ça fait quand même quelques années que les groupes miniers ne sont plus les plus gros payeurs de dividendes. Ils l'ont été à une époque, comme les groupes pétroliers, etc. Les groupes miniers ont quand même connu des phases de crise qui font que les dividendes, sans doute, étaient plus les mêmes que dans les cycles précédents. Et c'est ce que vous disiez aussi. Vous dites, attention, cette année 2021, elle est très déformée peut-être pour les groupes miniers et leurs dividendes. Il y a une très très forte hausse des prix des matières premières, donc ça a un impact très important. Il faudra voir ce que fait le prix des matières premières dans les mois ou l'année à venir. Mais effectivement, on est plus prudent par rapport à ça. On n'a pas dans nos estimations, on ne pense pas que ça puisse continuer ainsi en 2022. Bon, 15% de croissance des dividendes, plus de 15% de croissance des dividendes attendus sur cette année 2021, ce qui nous ramènerait donc sur les niveaux de record pré-pandémie, donc les niveaux de l'année 2019, j'imagine. Qu'est-ce que vous attendez pour 2022 ? Alors pour 2022, on va essayer d'être raisonnable. C'est pas facile avec tous ces mouvements, mais on escompte plutôt une augmentation des dividendes de 5 à 10% environ, de manière sous-jacente, avec une croissance totale, elle, des dividendes, qui sera, elle, inférieure de 2 à 5%. Voilà, donc quoi, une année normale, une année raisonnable, voilà, une année plutôt normale. Une année normale, exactement. On espère que la pandémie va nous laisser tranquille aussi. À quelque chose d'un peu plus normal. Bon, on suivra ça avec vous, trimestre après trimestre. Merci beaucoup, Charles-Henri, d'être venu nous éclairer encore sur la dynamique des dividendes mondiaux, donc pour le troisième trimestre. Charles-Henri Hermann, qui est à mes côtés en plateau pour le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, directeur du développement chez Janus Henderson Investors. Voilà pour cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.